Je pense que quelque chose d'extraordinaire est arrivé sur le site de recherche de Bayaniol. Et quand je dis extraordinaire, je le dis avec une connotation très négative. Extraordinairement terrifiant. Extraordinairement destructeur. Extraordinairement mortel. Je m'appelle Andrew et je suis chargé de recherche à l'Université de Colombie-Britannique. Ma spécialité, ce sont les sciences de l'atmosphère, essentiellement l'étude interdisciplinaire du temps et du climat, en lien avec des domaines comme la chimie, les mathématiques, la science des sols et l'ingénierie. Comme vous pouvez l'imaginer, une grande partie de notre travail ces dernières années s'est presque entièrement concentrée sur le changement climatique. Mais au début de cette année, on m'a invité à rejoindre un programme de recherche très particulier, et franchement assez inhabituel, en collaboration avec le campus de Tekeli de l'Université d'Asie centrale, basé au Kazakhstan. Notre mission consistait à traduire et à accréditer un trésor de données scientifiques, jusque-là non examinées, récemment récupérées auprès du gouvernement kazakh. Pour comprendre pourquoi on nous a demandé ça, il faut saisir deux choses. D'abord, contrairement à beaucoup d'autres ex-républiques soviétiques qui ont traversé leur lot de chaos lors de l'effondrement de l'URSS, le pouvoir politique au Kazakhstan s'est presque instantanément retrouvé entre les mains d'un type nommé Nursultan Nazarbayev. Ce gars était et est complètement timbré. Il a fait des choses comme renommer la capitale du Kazakhstan en son honneur, importer du sable des Maldives pour se construire une fausse plage et faire ériger tout un tas d'immenses bâtiments bizarres qui ne servent strictement à rien. Ce ne sont pas des monuments ni des statues si c'est ce que vous vous dites. Non, ce sont des vrais immeubles façon gratte-ciel ou blocs d'appartements, sauf qu'ils sont vides. Ils sont là uniquement pour donner à Astana, ou Nur-Sultan comme on l'appelait pendant le règne de Nazarbayev, un look ultra futuriste et cool. Bref. Pendant sa course folle au pouvoir, après le départ des soviétiques du Kazakhstan, Nazarbayev a fait verrouiller par ses hommes chaque propriété appartenant à l'État dans le pays. Et ça incluait toutes les stations de recherche scientifique que les Russes avaient construites. L'effondrement de l'URSS avait pourtant permis aux institutions universitaires de partager enfin les données de recherche avec leurs homologues occidentaux. Le processus avait pris un peu plus de temps pour la mère Russie, mais au milieu des années 90, les universités occidentales pouvaient accéder assez librement aux données de l'ère soviétique, et inversement. Sauf qu'au Kazakhstan, avec Nazarbayev, ça ne s'est pas passé comme ça. Lui et son régime ont littéralement pillé les données de recherche des installations gouvernementales, puis les ont fermées à double tour sous prétexte de les protéger des regards indiscrets des services de renseignement occidentaux. Je ne sais pas s'il voulait vraiment protéger les actifs du pays ou s'il cherchait juste à consolider son emprise. Quoi qu'il en soit, la majeure partie de ces données kazakhes issues de l'ère soviétique est restée verrouillée jusqu'à sa démission début 2022. Après ça, les deux plus grandes universités du Kazakhstan, dont l'une avait été renommée en l'honneur de vous savez qui, ont demandé la garde de ces données. Et en les partageant avec l'Université d'Asie centrale, multinationale, elles nous ont donné un accès direct à nous, ici, à l'Université de Colombie-Britannique. Donc, le premier obstacle, c'était d'obtenir l'accès à cet énorme paquet de données. Le deuxième obstacle, c'était de les accréditer. Dire que la science de l'ère soviétique était un peu en retard serait d'une gentillesse crasse. Attention, il faut rendre à César ce qui est à César. Sur la course à l'espace et la science militaire, les soviétiques étaient plutôt à la pointe. Mais sur d'autres champs de recherche, l'idéologie écrasait la méthodologie, parfois avec des conséquences mortelles. Prenez Trofim Lysenko par exemple, le grand pontife de l'agronomie soviétique sous Staline. Lysenko a un jour déclaré que les généticiens détestaient les gens et que les mathématiques n'avaient rien à faire en biologie. Ces plans de charlatans ont contribué à tuer des millions de citoyens soviétiques, puis plus tard chinois. Et certains de ceux qui ont eu le courage de le critiquer ont fini par mourir en prison pour avoir ouvert la bouche. Comment un type pareil avait-il atteint de tels sommets ? En trafiquant les données.
Lysenko employait un langage fleuri et s'appuyait sur des échantillons ridiculement minuscules pour décider des méthodes agricoles de millions de paysans. Le résultat fut tout bonnement catastrophique. Voilà donc notre deuxième obstacle, et surtout le cœur de mon boulot. Une fois les données traduites, je devais les lire, les comparer à des publications accréditées de chercheurs occidentaux quand c'était possible, puis trancher, données fiables ou non. La plupart du temps, c'était d'un ennui mortel. Les projets en sciences atmosphériques peuvent nous emmener dans des endroits incroyables et reculés, mais pas celui-ci. La majorité de mes déplacements se faisaient entre la machine à café et les toilettes. J'ai dû passer en revue une centaine de rapports. Et globalement, la plupart des données semblaient fiables, ou, dans mon cas, la simple présence de données aberrantes ou de tests foireux me renseignait sur l'intégrité de l'équipe de recherche. La plupart des rapports, articles et jeux de données n'étaient rien de plus que des études météorologiques routinières. Et comme je le disais, lire des traductions était tellement laborieux que j'avais besoin de café brûlant pour garder les yeux ouverts, et d'aspirine pour empêcher les migraines de me défoncer le crâne. Puis, après des semaines à lire des montagnes de papier destinés à finir recyclés, je suis tombé sur 2 rapports traduits qui, à la lecture, m'ont happé comme rien ne l'avait fait auparavant. Chacun faisait des milliers de mots, et leurs implications ne sont peut-être pas évidentes pour un profane. Alors je vais essayer de les résumer du mieux que je peux, et je terminerai par mes propres conclusions que j'admets franchement comme étant assez folles. Le premier rapport, celui qui a d'abord attiré mon attention, portait sur une tentative de récupération d'équipements précieux dans une station de recherche située dans une région reculée de la steppe kazakh, connue sous le nom de région de Bayanur. D'après ce que j'ai compris, l'installation était assez vaste, plusieurs sites éparpillés sur quelques kilomètres carrés. On peut d'ailleurs voir son empreinte sur Google Earth si on zoome sur ses coordonnées. 50 degrés 30 minutes 0 secondes de latitude nord et 75 degrés 45 minutes 0 secondes de longitude est. Même si, aujourd'hui, une compagnie de gaz naturel appelée Kazmunia-Gaz prétend l'exploiter. En tout cas, au milieu des années 70, le site appartenait à la République socialiste soviétique kazakh et était exploité par elle. Et d'après ce que j'ai compris, il a été abandonné au début des années 70, après ce qui est décrit comme une alerte météo extrême. Le rapport ne donne aucun détail sur la nature de cette alerte. Mais quoi que ce soit, c'était jugé tellement dangereux que l'installation a été évacuée dans l'urgence et totalement abandonnée, au lieu d'être démantelée progressivement comme n'importe quel autre site. Sauf que ça plaçait l'organisme soviétique kazakh chargé des sciences atmosphériques, Kazhydromet, comme il est nommé dans le rapport, dans une position compliquée. Selon le document, des dizaines de milliers de roubles de données et d'équipements irremplaçables étaient restés sur place, à rouiller, et leurs supérieurs à Moscou n'étaient pas contents du tout. La solution aurait pourtant dû être simple. Vérifier que la zone était sûre, envoyer quelques ingénieurs, démonter et transporter le matériel et les données utiles. Mais ce n'était pas si simple. Et c'est là que, pour ainsi dire, l'intrigue s'épaissit. Comme le site était extrêmement isolé et que Kazhydromet voulait agir avant l'arrivée des mois d'hiver plus rudes, la solution évidente était de déposer une équipe sur place en hélicoptère. Sauf que, selon le rapport, c'était impossible. Il y avait, je cite, des conditions météorologiques dangereuses continues, empêchant l'usage d'aéronefs à voilure tournante, c'est-à-dire des hélicoptères. On suggéra ensuite un trajet par rail, mais Kazhydromet découvrit que la seule voie ferrée qui desservait le site avait été désaffectée après l'évacuation. Ces 2 facteurs, combinés au terrain difficile autour de la station, signifiaient une chose. L'équipe de récupération devrait y aller à pied. Et, très probablement, le trajet durerait au moins 48 heures. Ils devraient s'abriter dans des conditions nues, glaciales, survivre à une nuit sur la toundra gelée, puis reprendre leur marche vers l'installation abandonnée. Je me rappelle très bien être assis à mon bureau, en train de lire ce rapport traduit en me disant « Putain, on dirait une suite de The Thing de John Carpenter, ou un truc du genre. » Je pouvais presque imaginer ces scientifiques soviétiques, rugueux, en train de s'équiper et de partir pour une grande expédition. Et coincé derrière mon bureau, je vous avoue que l'idée m'avait presque rendu jaloux. Il n'y avait qu'un seul problème, leur mission n'avait aucun sens. Comme je l'ai dit, Kazhydromet subissait une pression énorme pour récupérer les données et l'équipement.
Mais comment 6 foutus gars étaient censés trimballer des dossiers papier et du matériel, dont une partie devait être très lourd, sur près de 70 km de terrain hostile? La seule explication logique, c'est qu'il manquait quelque chose dans le rapport. Et que la mission de cette première équipe n'était pas en réalité de tout récupérer, mais plutôt d'évaluer les dégâts causés par la soi-disant météo extrême et de déterminer si les données et l'équipement valaient la peine d'être sauvés. Et c'est exactement ce que couvrait le deuxième rapport. Le premier exposait le problème, le second proposait la marche à suivre. Naturellement, je me suis mis à parcourir les piles de documents qu'il me restait à traiter, à la recherche d'un troisième rapport, un rapport final, conclusif. J'ai passé des centaines de pages au peigne fin, cherchant la moindre mention de quasi-dromètre de l'évacuation de Bayaniol, ou des noms des 6 chercheurs choisis pour l'équipe de récupération. Rien. J'ai contacté tous mes collègues en demandant à chacun de garder l'œil ouvert pour tout document pertinent daté après le 14 novembre 1974, date prévue du début de la mission. Encore une fois, aucun document. Au début, je m'étais dit que c'était normal, que ça prendrait du temps. On avait tous des charges de travail hautes comme des montagnes. Je comprenais parfaitement qu'ils n'allaient pas tout lâcher pour partir à la chasse après mon obsession du moment. Sauf que les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Et pas le moindre fragment d'information sur l'opération de Bayaniol n'a refait surface. J'ai dû me retenir de fouiller moi-même dans les piles de rapports des autres, persuadé qu'ils avaient forcément raté quelque chose, ou que j'avais mal lu, ou mal compris un détail crucial. Mais non. Ils ne pouvaient pas être passés à côté, c'était impossible. Je les ai relancés encore et encore, collant des post-it sur leur bureau, répétant les noms de l'équipe jusqu'à ce qu'ils les connaissent par cœur. Toujours rien. Les noms des hommes sélectionnés, des noms comme Igor Smirnov, Farid Yukov, Ivan Mayolov, apparaissaient régulièrement dans les données et rapports antérieurs à novembre 1974. Et après, pas une seule mention. Non seulement il n'y avait aucune trace de ce qui s'était passé pendant l'opération de récupération, mais on aurait dit que ces hommes avaient tout simplement disparu. Au bout d'un moment, j'ai été forcé de reprendre la mission principale et de reléguer l'énigme de Bayaniol au second plan. Le mieux que je pouvais faire pour continuer à chercher, c'était de marquer ce rapport comme non conclusif. Ce qui me permettait de contacter nos partenaires de l'UCA pour savoir s'ils avaient des documents supplémentaires. J'ai attendu 1 semaine. Réponse négative. Puis, comme je l'ai dit, j'ai dû m'occuper du reste du projet et il y avait largement de quoi faire. Mais l'énigme de Bayaniol ne me quittait pas. J'ai fait quelques recherches de mon côté, sur mon temps libre, et c'est là que je me suis heurté à ce truc de Kazmuniegas. Comme je l'ai mentionné, c'est censé être une compagnie de gaz naturel. Sauf qu'ils n'ont pas de détails publics sur ce site spécifique et ils semblent isolés même pour leurs standards. Bref, après 15 minutes, je suis sûr que vous vous demandez « Ok, et ça veut dire quoi tout ça ?» En termes de conclusion, tout ce que je fais, c'est agripper des brins de paille assez éthérés. Je n'ai aucune preuve directe, solide, sur ce qui arrivait à la station de Bayaniol, sur son évacuation ou sur la mission de récupération. On pourrait même dire que ce n'est que de la spéculation. Sauf que je répondrais que c'est plutôt une déduction rationnelle. Je crois qu'un événement atmosphérique extrême a provoqué une urgence sur le site. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une banale tempête de neige ou de glace. Une tempête assez violente pour provoquer des problèmes mécaniques aux hélicoptères n'est pas le genre de blizzard dans lequel tu envoies 6 chercheurs à pied, à moins de vouloir leur offrir le trek hivernal le plus infernal possible et potentiellement les tuer. Ce qui pourrait expliquer qu'on tente quand même une telle mission, ce serait si ce phénomène météorologique était de type électrique ou s'il impliquait une forte interférence électromagnétique. Si c'était le cas, la navigation deviendrait extrêmement difficile, surtout dans un paysage enneigé, nu, sans repère. Il faudrait des chercheurs qui soient de vrais hommes de terrain pour avoir assez confiance de les envoyer comme ça. Mais Quasidromet devait envoyer des chercheurs parce qu'ils n'avaient aucune idée des dégâts subis par les données et l'équipement, et qu'ils avaient besoin d'yeux expérimentés sur place pour une évaluation fiable. Ce qui me mène à mon deuxième point. Quasidromet n'avait aucune idée de la nature des dégâts parce qu'il n'avait aucun récit de ce qui s'était passé pendant l'événement météo extrême. Aucun rapport que j'ai lu ne mentionnait des interviews de scientifiques ou du personnel du site. Et la façon dont ils parlaient de Bayaniol donnait l'impression qu'ils y allaient à l'aveugle. Mais alors, comment ont-ils pu évacuer potentiellement des centaines de travailleurs,
sans obtenir une seule estimation des dommages, ni un seul compte-rendu précis du phénomène. Pour moi, il n'y a que 3 explications possibles. L'événement extrême a soit piégé tout le personnel sur place, soit il les a tous tués. J'ai envisagé l'idée que des survivants aient été hospitalisés et donc indisponibles, ou qu'ils aient été retenus par les services soviétiques pour être interrogés à l'écart, afin d'exclure un sabotage de la CIA ou même d'agents chinois. Mais si c'était le cas, pourquoi aucune information n'a-t-elle été transmise à Kazidromet, ne serait-ce que pour qu'il sache à quoi il faisait face ? Je reste aussi ouvert à l'idée que l'événement météo, celui qui rendait le transport aérien impossible, ait tué l'équipe de récupération pendant son approche. Il faut bien plus courageux que moi pour s'aventurer dans un blizzard kazakh, et il est tout à fait plausible que les noms de l'équipe aient disparu des rapports ultérieurs parce qu'ils sont morts dans les événements. Mais pour moi, un scientifique de l'atmosphère expérimenté et pas un complotiste en chapeau d'alu, il y a trop d'incohérences pour que je puisse y croire. Oui, je sais, élaborer des théories en l'absence de preuves, ça fait de moi exactement ce que je prétends ne pas être. Je pense que quelque chose d'extraordinaire est arrivé sur le site de recherche de Bayaniol. Et quand je dis extraordinaire, je le dis avec une connotation très négative. Extraordinairement terrifiant, extraordinairement destructeur, extraordinairement mortel. Je pense que les soviétiques ont tellement eu peur de ce qui s'est passé là-bas en novembre 1974 qu'ils ont scellé toute la zone et organisé une mission de sondage humain. Peut-être que cette équipe a atteint la station. Peut-être pas. Mais dans tous les cas, les soviétiques savaient ce qui s'était passé. Peut-être même Nazarbayev aussi. Et ils ont fait en sorte d'effacer les archives, de supprimer toute mention de cet événement météo extrême. Voyez ça comme Tchernobyl avant Tchernobyl. Tout ce que j'ai décrit ici, les soviétiques l'ont fait plus tard après la catastrophe nucléaire. La différence, c'est qu'à Tchernobyl, ils ne pouvaient pas le cacher. Alors qu'ils ont réussi à cacher ce qui s'est passé à Bayaniol. Et c'est ça qui me terrifie. Et franchement, ça devrait vous terrifier aussi. Le réacteur de Tchernobyl, celui qui a fondu, émet toujours des radiations. Les Ukrainiens n'ont pas réglé le problème, ils l'ont enfermé dans un grand cercueil de fer. Ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les générations futures. Et c'est uniquement grâce à une maintenance constante que ce cercueil tient encore. Sinon, les restes toxiques du réacteur pourraient très facilement recouvrir l'Europe de radiation, tuant des millions de personnes. En d'autres termes, c'est une bombe à retardement. Et si quelque chose de comparable s'est produit au beau milieu du Kazakhstan, est-ce que ça exige, là aussi, une maintenance constante pour éviter un désastre écologique et humanitaire à l'échelle d'un continent ? Et si oui, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au gouvernement de cinglés, là-bas, pour garder un œil dessus ? En tant que scientifique de l'atmosphère, on me demande parfois si les gens devraient avoir peur du changement climatique. Je réponds non. Pas parce que le changement climatique ne représente aucune menace grave et réelle pour le monde qui nous entoure, mais parce qu'il existe des choses bien plus urgentes, bien plus mystérieuses qui me tiennent éveillé la nuit. Des choses qui pourraient nous effacer bien plus vite et bien plus douloureusement. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez. Lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.